Bonjour, merci à Résolville pour cette invitation. Donc on m'a demandé de faire relativement court, en tous les cas le moins long possible, et je vous prie de m'excuser par avance si je suis un peu trop rapide dans mes analyses et dans ce que je vais vous raconter. Sur un sujet aussi vaste et complexe que peut l'être ce qu'on appelle désormais en France le pouvoir d'agir des habitants. Alors donc je ne vais pas insister, et j'en parlerai même pas du tout, de l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre de cette mission pour Amadeus et notamment des terrains d'enquête. Si ça vous intéresse, si vous voulez approfondir, vous pouvez consulter mon rapport qui est en ligne sur le site du ministère de la Ville et de Réseauville. Ah bon. Et c'est la gloire alors. Et des exemplaires sont ici à votre disposition. Et puis si vous voulez une version très condensée, j'ai fait un court papier dans le dernier ou avant-dernier numéro de la revue Urbanisme. Voilà, alors donc j'ai évoqué le pouvoir d'agir, hein, puisque le thème de la conférence c'est l'empowerment, et le pouvoir d'agir c'est maintenant l'expression consacrée pour traduire cette notion, ce terme à la fois étrange et que certains jugeront étranger à notre culture politique, qui est le terme anglo-saxon ou anglophone d'empowerment. Alors j'ai pris le parti, il y a plein de façons possibles d'entrer dans le sujet, mais j'ai pris le parti d'y entrer en repartant de questions d'ordre sémantique, pour essayer de caler un petit peu les choses et en vous proposant un petit détour avant de revenir à la situation française, justement sur le monde anglo-saxon, en particulier états-unien, que j'ai étudié à plusieurs reprises. Pourquoi repartir des mots? Parce qu'il me semble que le terme empowerment, ou le terme pouvoir d'agir, peut être compris de beaucoup de façons différentes et de façon parfois contradictoire. Et donc, si l'on veut s'accorder sur un cadre d'analyse, il me paraît important de s'accorder sur les termes mêmes, pour que chacun n'y mette pas finalement des choses trop différentes. Alors, commençons par une définition, qui est une parmi d'autres, hein, de l'empowerment, puisque si on avait voulu en faire une traduction littérale, ça aurait donné un mot affreux en français, ça aurait été l'empouvoirment. Pas terrible. Alors, on a choisi pouvoir d'agir des habitants. Alors, empouvoirment, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait dire que c'est un processus par lequel un sujet, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, élève son pouvoir. Bon. Donc, accède aux ressources dont il a besoin pour gagner en pouvoir. Et puis l'empowerment, en fait, a une dualité de sens, puisque c'est à la fois le processus d'élévation du pouvoir, mais c'est en même temps le résultat de ce processus, et on dit d'une organisation ou de quelqu'un qu'il est empowered, ça veut dire qu'il est émancipé, qu'il a conquis une certaine autonomie, une capacité à diriger sa propre vie. Voilà. Ça, c'est l'idée assez générale pour laquelle nous manquions jusqu'à présent de traduction. Donc vous voyez dans cette définition qu'il y a à la fois une dimension individuelle et une dimension collective à l'empowerment. Dans la politique de la ville, on privilégie souvent, enfin en tout cas quand on parle de participation des habitants, on a en tête la dimension collective. C'est uniquement de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors là aussi, ce que je vous propose, c'est de nous tourner rapidement vers les pratiques dites communautaires de développement des quartiers, de mobilisation citoyenne, telles qu'on peut les rencontrer dans des contextes anglophones, et encore plus spécifiquement aux États-Unis. Pour poser la problématique, je vais prendre appui sur un article intéressant qui a été mis en ligne sur le site de la Ville des Idées par un sociologue qui s'appelle Julien Talpin, récemment, fin 2013, et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, ce qui est normal entre sociologues, il propose une distinction qui, à mon sens, est assez féconde et qui permet justement de lever un certain nombre de malentendus entre deux notions qu'on utilise en France maintenant de façon assez courante. La notion de community organizing, d'un côté,
Et Talpin parle de community development, moi je préfère parler de community building. Bon, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc community organizing, community building. Qu'est-ce que ça recouvre comme type de pratique et comme philosophie sous-jacente que ces deux termes? Vous allez voir que ça n'est pas sans incidence sur ce dont on parle en France quand on dit qu'il faut développer le pouvoir d'agir des habitants. Parce que ça peut renvoyer à des choses assez largement contradictoires. Pour mémoire, le community organizing, je pense que parmi vous, beaucoup le savent déjà, c'est une technique de mobilisation des citoyens qui a été élaborée à partir de la fin des années 30 par quelqu'un qui s'appelait Saul Alinsky à Chicago, qui a connu un regain dans les années 60 aux États-Unis dans le contexte du mouvement des droits civiques et dans les premières expériences de politique de la ville au sens de développement communautaire aux États-Unis. Le principe est relativement simple. Il y a un professionnel qu'on appelle un community organizer qui est chargé, qui est extérieur au quartier et qui est chargé de repérer, de recruter, de former des habitants qui sont des leaders plus ou moins latents dans ces quartiers. En tous les cas, des gens chez qui il va détecter, cet organizer, des motifs d'indignation, des gens chez qui il sent un potentiel pour s'engager dans une action collective. Et cette action collective, elle n'est pas de n'importe quelle nature, puisqu'il s'agit d'organiser ce qu'on appelle dans le community organizing des campagnes. Donc, ils sont en fait des campagnes de protestation pour essayer d'arracher des victoires sur les pouvoirs établis, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Donc une logique de confrontation avec les pouvoirs en place, et vous comprenez immédiatement que pour que ça fonctionne, les organisations spécialisées dans le community organizing sont très soucieuses de leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Et en général, ces organisations refusent les financements publics, ce qui ne va pas être sans incidence dans ce que je vais raconter ensuite sur la politique de la ville. J'en arrive maintenant au community building. Donc construire la communauté. Eh bien, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche qui repose sur qui vise à produire le consensus entre des gens, entre des individus et entre des organisations, entre les différentes organisations ou associations à l'échelle d'un quartier, et entre ces différentes organisations et des institutions extérieures au quartier. Produire le consensus à travers des démarches dites collaboratives qui vont chercher à faire émerger une sorte d'esprit commun, donc de communauté, c'est pour ça qu'on appelle ça construire la communauté, et sur la base de valeurs communes entre les différents participants, s'engager dans la résolution en commun d'un certain nombre de problèmes. Alors, au passage, vous noterez que le mot communauté, tel que je l'utilise ici, tel que l'utilisent les anglo-saxons quand ils évoquent ce type de pratique, n'a pas grand-chose à voir avec le sens qu'on lui donne en France, quand on veut dévaloriser ce mot, en le ramenant systématiquement à une affaire d'affirmation identitaire, raciale, ethnique ou religieuse. Je referme cette parenthèse, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, je reviens à ma démarche de community building. Ici, l'enjeu, c'est de résoudre des problèmes en commun. Il s'agit aussi d'associer des citoyens à la réalisation de projets. Il s'agit de faire des choses. Et c'est là une différence fondamentale avec le community organizing dont je parlais tout à l'heure. Le community organizing ne se salit pas les mains dans l'action, dans le faire, dans la réalisation de projets, ce qui est l'objet des démarches dites de community building. Alors, associer des citoyens à non seulement la conception de projets, mais aussi à leur mise en œuvre à travers des associations, c'est au cœur de la démarche. Et l'enjeu, c'est de mettre autour de la table toute une série de ce que les anglo-saxons appellent des parties prenantes, des stakeholders, qui vont se mettre d'accord, qui vont s'engager dans ces processus de type collaboratif et essayer de trouver ce que les Américains appellent des stratégies de changement.
comment on a un quartier qui est confronté à toute une série de problèmes, et donc on va prendre du temps, et ça c'est important par rapport là, au calendrier des futurs contrats de ville, prendre du temps pour faire ce qu'ils appellent des démarches de planification stratégique, où autour de la table vous avez toute une série d'acteurs dans leur diversité. C'est en tous les cas vers ça que tend ce type de démarche. Alors là je veux lever un autre malentendu, c'est que dans ce type d'approche, il s'agit évidemment de mobiliser les ressources endogènes, internes d'un quartier, mais il ne s'agit pas que de cela, il s'agit de construire des alliances, des partenariats entre l'interne et l'externe. Donc de prendre appui sur les ressources civiques à l'intérieur d'un quartier, mais en même temps d'élargir la notion de communauté finalement beaucoup plus largement que le quartier lui-même. Bon. Il y a une littérature énorme aux États-Unis autour d'un concept qu'on appelle le capital social, où on a essayé de montrer comment, à travers ce type de pratique, eh bien, les quartiers pauvres parvenaient ou ne parvenaient pas à développer des relations sociales, des connaissances sur le monde extérieur, et donc à construire des partenariats de ce type-là. Donc j'en termine avec cette distinction sémantique entre ces deux termes souvent confondus en France, de community organizing et community building. Par parenthèse, je l'avais annoncé, donc community building, moi je préfère parler de ça que de community development. Le community development, c'est uniquement l'idée du faire. C'est faire des projets et les mettre en œuvre. Donc community building, c'est plus large, ça renvoie à l'idée de créer un esprit de la communauté. Ça renvoie à ces processus de fabrication d'un consensus local. Alors, d'où vient la différence fondamentalement ? Vous l'avez noté dans mon propos. D'abord, le fait que dans un cas, on est dans une logique confrontationnelle et que dans l'autre cas, on est dans la recherche du consensus. Première différence. Mais ça renvoie plus fondamentalement, ces différences, en fait, à des conceptions du pouvoir qui ne sont pas les mêmes. Dans le community organizing et dans les écrits de Saul Alinsky, le monde est divisé entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Ce que Alinsky appelait les haves et les have-nots. Ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et donc tout l'enjeu de cette démarche, c'est de s'organiser contre les détenteurs du pouvoir par cette tactique de confrontation. Dans le community building, et c'est là la différence centrale, on fait le postulat exactement inverse. C'est-à-dire qu'on considère que, certes, il y a des inégalités de ressources de pouvoir dans la société, mais à travers des processus démocratiques, eh bien, on va permettre à chacun de s'élever au-dessus de ces disparités, de les surmonter, et de trouver des intérêts communs entre tout le monde, au-delà de ce qui fait la différence entre tout le monde. Et donc, c'est pourquoi le community building est critiqué par toute une frange dite radicale de gens qui considèrent que ça n'est qu'un alibi pour reproduire les inégalités systémiques, telles qu'elles existent. Alors bon, je pourrais continuer longtemps à broder sur ce thème, mais je vais en arriver parce que c'est quand même, je pense, ce qui vous intéresse le plus ici, à la situation française. Et puis juste, pour terminer là-dessus, mon point de désaccord avec Julien Talpin, c'est que lui durcit, je trouve, à l'excès l'opposition entre les deux registres, alors que dans ce que j'ai pu observer aux États-Unis, en réalité, il y a des passerelles plus nombreuses qu'il ne veut bien le dire dans ce papier. Mais enfin, il me semble que cette entrée en matière permet d'éclairer deux orientations a priori contrastées, on va dire, qui peuvent être mises en œuvre à partir d'un terme, lui, qui est unique, qui est celui du pouvoir d'agir des habitants. Bon. Et donc, il y a une ambiguïté. Et à cet égard, je serai également un petit peu critique avec les auteurs du rapport Baquet-Meshmash, donc qui s'appelle Baquet et Meshmash, et je ne pense pas avoir besoin de vous présenter ce rapport qui a été très amplement médiatisé depuis un an.
Et il me semble que les deux auteurs du rapport, donc c'est la mission qui a été confiée à la sociologue Baquet et Mohamed Meshmach, donc le leader d'une association de quartier, pour faire des propositions sur la participation des habitants et sur le pouvoir d'agir des habitants. Ces ambiguïtés sur la notion de pouvoir d'agir, il me semble que le rapport ne les a pas totalement dissipées. Parce que les deux auteurs se réclament ouvertement d'une approche radicale, hein, c'est comme ça qu'ils se positionnent, une approche de transformation, à certains moments, c'est dans un bouquin de Baquet qui propose d'abolir le capitalisme ou presque, hein, vous voyez, donc ils sont dans cette posture, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais en même temps, ils avaient l'espoir, c'est ce qui transparaît à la lecture de ce texte, hein, ils avaient l'espoir de réconcilier d'une certaine façon cette optique radicale avec les politiques publiques. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, un an après avoir revu leur rapport, ils aient conservé le même espoir dans la possibilité de cette réconciliation, puisque la seule traduction, avec des guillemets, de leur proposition, dans la loi qui a été adoptée en février dernier, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, c'est finalement la création des fameux conseils citoyens. Conseils citoyens, c'est-à-dire en fait faire comme on fait en France depuis 30 ans en matière de démocratie participative. C'est une institution, en l'occurrence la municipalité, qui octroie d'en haut, en quelque sorte, un dispositif, un lieu où les gens sont invités à s'inscrire. Voilà. Donc on est de quelque chose qui continue d'être régulé par la puissance publique. Et ce n'était pas du tout l'optique de Baquet et Meshmach, puisque eux voulaient au contraire que ce soit construit par le bas, à partir des initiatives de la société civile. Une autre raison pour laquelle les propositions de leur rapport n'ont pas eu beaucoup de suite, il me semble, et ça c'est un autre débat, c'est que la plupart en réalité de ces propositions ne concernait pas la politique de la ville directement. Ça concernait à peu près toutes les autres politiques publiques, le droit de vote des étrangers, enfin des tas de questions. Si vous n'avez pas lu le rapport, je vous invite à le lire sous cet angle, c'est très intéressant. Et en réalité, vous avez les 3/4 quasiment des propositions qui sont faites qui ne concernent pas le ministère de la Ville. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner que le pauvre ministère de la Ville, excusez-moi d'en parler comme ça, mais le ministère de la Ville est un ministère structurellement faible dans l'action publique française. Donc, même s'il avait voulu donner suite à ce rapport, il aurait dû engager un travail de conviction avec toute une série d'autres acteurs, et il n'est pas sûr qu'il aurait abouti. Je referme cette parenthèse et je voudrais simplement dire qu'au-delà des péripéties du rapport de la mission Baquet-Meshmach, il y a quelque chose qui reste tout à fait central dans le contexte français. Enfin, c'est un constat général. Ce constat, je l'ai déjà indiqué, c'est que empowerment et politique publique ne font pas forcément bon ménage. Ça vaut partout, mais il me semble que ça vaut plus encore en France qu'ailleurs. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister maintenant. Avant, en conclusion, je vous rassure, d'évoquer quelques pistes qui permettraient justement de progresser. Mais commençons par les constats sur la situation française. En France, j'ai évoqué les conseils citoyens qui obéissent un peu à la logique des conseils de quartier et plus largement à la pléthore d'offres de participation qui a été mise en place par les municipalités depuis 30 ans. Sans d'ailleurs que la plupart des citoyens ne s'en emparent. Hein, ça, c'est aussi une autre réalité. Alors, qu'est-ce qui dysfonctionne en France? Dans l'article que j'ai fait pour Urbanisme, je l'ai intitulé « Politique de la ville et pouvoir d'agir, un couple antagonique », point d'interrogation. Donc je joue un peu comme ça sur cette métaphore du couple, et je dis que finalement, dans un couple, quand ça dysfonctionne, c'est qu'il y a un malentendu, souvent. Et là, le malentendu, il vient du fait que quand on parle de participation des habitants, justement, tout le monde ne met pas la même chose. Baquet et Meshmach, ils ont, derrière le mot participation, ils l'associent à d'autres mots, dans un même univers de pensée, donc ils l'associent à interpellation, à conflit, à codécision,
contre-pouvoir, indépendance, etc. Vous voyez le registre. Bon. Donc pour eux, le pouvoir d'agir, ça n'est pas juste un simple appoint des politiques publiques ou un simple appoint de la démocratie représentative, c'est vraiment le levier, l'aiguillon d'interrogation qui doit conduire à une transformation des politiques publiques et plus largement à une transformation de la façon même de faire de la politique. Hein, c'est ce qu'ils proposent dans leur rapport. Bon. Et là, on voit l'ampleur du malentendu avec ce que j'appellerais les patrons de la politique de la ville au niveau local. Les patrons, c'est les maires et leurs adjoints. Bon. Pour eux, quand ils parlent de participation, de démocratie participative, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'ils mettent derrière ce mot, c'est bon, ce qui est proposé aux habitants, c'est ce que je l'ai dit, hein, des dispositifs institutionnels, mais plus fondamentalement, il me semble qu'on peut analyser la démocratie participative vue par les élus comme une ressource de légitimation par rapport aux citoyens. Un instrument qui va les aider à regagner de la confiance. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je crois, sur la défiance envers le politique. On l'a vu il y a pas très longtemps. Et donc, à leurs yeux, mais en même temps, ce n'est pas nouveau. Cette affaire-là, ça fait déjà une trentaine d'années que ça dure, et particulièrement dans les quartiers populaires. Et donc, la participation, c'est finalement faire une offre qui va permettre aux élus de mettre en scène, en quelque sorte, leur proximité avec leurs administrés. Ça, c'est une première façon de faire les choses. Et de façon corrélative, c'est aussi une offre qui est faite, pas aux citoyens, mais aux usagers du service public, pour s'inscrire dans des processus visant à améliorer l'efficacité des politiques locales. Bon, où là aussi, il peut y avoir des bénéfices politiques. Et dans ce second registre, d'ailleurs, les habitants sont sollicités au titre de ce qu'on appelle leur expertise d'usage. Pas comme citoyens, mais parce que en tant qu'usagers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc vous voyez dans l'optique dominante de la représentation politique locale, la démocratie participative, c'est une sorte d'excroissance, de continuation de la démocratie représentative, mais par d'autres moyens. Alors, je ne voudrais pas noircir le tableau à l'excès, et à mes yeux, ça ne veut pas dire qu'on serait systématiquement dans des opérations de manipulation du public, de mascarade, etc. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui peuvent se faire dans ce registre-là. En particulier, les élus peuvent ouvrir authentiquement des espaces de concertation ou de coproduction avec un certain nombre de gens volontaires pour s'inscrire là-dedans. Mais quand même, on voit bien qu'on a affaire à deux logiques fondamentalement différentes entre celle du rapport Baguet-Meshmach et celle du politique. D'un côté, perfectionner la démocratie représentative, de l'autre, ouvrir des espaces pour l'interpellation, voire la contestation du politique. Alors, on peut se demander, effectivement, si ce couple, politique publique, pouvoir d'agir, est définitivement irréconciliable, ou si on peut quand même trouver un chemin étroit, certes, pour essayer de rapprocher ces deux logiques. Bon, alors, il me semble que ce rapprochement, il passe quand même par un changement de l'objet même de la démocratie participative. C'est-à-dire, si on continue d'envisager la démocratie participative comme une façon d'approfondir la démocratie représentative, on se revoit dans 10 ans et on pourra faire le bilan de tout ça et on aura dit, je pense, à juste titre, que toute cette espèce d'emballement autour de l'empowerment et du pouvoir d'agir, c'était quand même un peu une illusion pour rester modéré dans mon langage. Alors, sur quel levier on peut prendre appui pour avancer ? Il me semble,
si on veut faire de la bonne politique, il faut d'abord commencer par identifier la nature des problèmes et ensuite de voir comment on essaye de résoudre les différents problèmes. Alors pour ma part, j'applique sur ce sujet une grille d'analyse que j'emprunte à la science politique, qu'on appelle la grille des 3 I. Les 3 I, que sont les idées, les intérêts et les institutions. Et si on prend ces différents registres, qui peuvent servir par ailleurs à analyser toute politique publique, eh bien, on peut identifier des freins qui d'ailleurs ont tendance à se renforcer mutuellement et donc à faire système, et qui rend difficile de passer d'un système à l'autre. Mais enfin, si on veut progresser, il faut quand même les identifier et voir comment, sur chacun de ces freins, appliquer ou essayer d'appliquer un certain nombre de propositions pour avancer. Les freins en question dont je vais parler, ils sont à la fois généraux en matière par rapport à la culture démocratique ou la culture politique française, mais ils sont également plus spécifiques à la politique de la ville. Et donc je vais insister sur ce qui est spécifique à la politique de la ville pour voir ce qui serait possible éventuellement de désamorcer ou d'essayer de changer pour progresser. Prenons le registre des idées. Les idées, c'est important. Les idées, c'est toute la masse de représentation qu'on a d'un problème, comment se représentent les choses. Bon. Dans l'ordre des idées, il y a un trait de caractère général de la culture politique française qui est la survalorisation de la démocratie représentative. Bon, ça ne vous surprendra pas. Mais dans les quartiers populaires, alors peut-être moins dans cette région de la France, mais Île-de-France, Rhône-Alpes, etc., s'ajoute dans le registre des représentations quelque chose qui a à voir avec une idéologie, qui est l'idéologie dite républicaine de l'intégration. Et ça a des impacts très forts sur la façon dont on regarde les populations, et donc sur, si on veut les associer à des processus participatifs, ou les reconnaître pour ce qu'elles sont, ces populations, les lunettes républicaines pures et dures introduisent quand même un biais dans le regard assez problématique par rapport à l'idée du pouvoir d'agir. Bon, pour le dire comme ça, l'idéologie républicaine, elle construit les quartiers comme des ghettos qu'il conviendrait de casser. Donc ce sont des lieux exceptionnels, avec des gens exceptionnels, mais au mauvais sens du terme, qui vivent dans ces lieux. Exceptionnels parce que, finalement, ils seraient trop éloignés d'une norme culturelle, de compréhension des codes de la société où ils vivent. Voilà. Et donc, compte tenu de leurs multiples handicaps, eh bien, il conviendrait de les aider à se mettre à niveau avant de pouvoir être des citoyens normaux. Et d'ailleurs, je note que dans le discours national, par exemple, de l'État sur cette question, pendant longtemps, on a parlé de permettre aux habitants de devenir vraiment des citoyens. Donc, vous voyez, il leur manque quelque chose fondamentalement et on va les aider à faire le chemin qu'ils doivent encore parcourir pour être pleinement citoyens. Bon. Et toujours par rapport à cette idéologie républicaine, il y a un autre frein mental très puissant en France, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de communauté. Communauté égale communautarisme, communautarisme égale fondamentalisme islamique, si on veut. Voilà. C'est l'équation que tout le monde fait, enfin tout le monde, excusez-moi de ce raccourci. En tous les cas, c'est une construction politico-médiatique extrêmement prégnante en France, et je pense que chacun doit faire le ménage dans son esprit s'il veut aborder cette question de façon un petit peu sereine. Voilà pour le registre des idées. J'identifie quelque chose qui, dans l'ordre des représentations, fait obstacle à simplement admettre que on a des gens comme les autres et que voilà, ils peuvent participer eux aussi aux affaires publiques. J'en arrive au registre des intérêts, pas étranger au précédent évidemment. Alors dans le registre des intérêts, le trait le plus saillant du modèle français, en général, c'est que il y aurait un intérêt général, et cet intérêt général, seule la puissance publique
est à même de l'énoncer, de dire son contenu. Bon. Ce qui est très différent des approches anglo-saxonnes où l'intérêt général est une construction dite procédurale, c'est-à-dire quelque chose qui se construit par la contribution de différents agents de la société, si vous voulez. Alors, une fois qu'on a dit ça, intérêt général égale puissance publique, ben, vous voyez bien l'effet immédiat, c'est que toutes les expressions qui n'émanent pas de la puissance publique sont ramenées finalement à des revendications minoritaires, à des expressions minoritaires, dont on conteste la représentativité, la légitimité, et qu'on renvoie à la sphère des intérêts particuliers. Bon. Ceux qui savent un peu comment marche la démocratie locale parmi vous, je pense que ça fait écho à des choses que vous voyez immédiatement. Et du coup, ça pose en particulier le problème du rôle des associations. Les associations, dans ce cadre-là, puisque l'intérêt général, elles ne peuvent pas en être porteuses, et ben les associations vont être plutôt cantonnées dans la logique du faire, hein, une logique instrumentale, et on va faire appel, quand on parle de participation, à des habitants et pas à des associations, donc à des individus atomisés, à qui on ne propose pas véritablement de se coaliser, parce que l'union faisant la force, une force risque rapidement de devenir un contre-pouvoir. Et donc vous voyez, dans la représentation des intérêts, le concept français de l'intérêt général a des prolongements assez importants. Et donc, si on parle des quartiers de la politique de la ville, un autre, et pas seulement d'ailleurs, un autre trait tout à fait marquant, c'est que d'un côté, on a une sorte de monopolisation par la puissance publique de l'énonciation de l'intérêt général, mais que ça se répercute également dans les dispositifs institutionnels de participation, où il y a là aussi d'autres phénomènes de monopolisation ou de captation par des gens qui sont très peu représentatifs sociologiquement de la population majoritaire des quartiers populaires. Bon, pour le dire de façon assez lapidaire mais pas inexacte, on a une très très nette surreprésentation d'hommes blancs âgés de plus de 50, 60 ans et confession en tous les cas voilà, qui appartiennent à l'univers, disons, chrétien. Et des individus qui investissent d'autant plus ce type de lieu qu'ils y trouvent un certain nombre de ressources, notamment celle de la proximité avec les élus, pour se construire eux-mêmes des parcours de notabilisation personnelle. Et souvent, d'ailleurs, on les voit passer, on en parlait tout à l'heure à déjeuner, on les voit passer d'un conseil de quartier à une candidature sur la liste aux prochaines élections municipales. Bon. Voilà pour le registre des intérêts. J'en arrive au troisième et dernier point, qui est le registre des institutions, ou en l'occurrence de ce qu'on appelle les instruments de l'action publique. Alors, dans la politique de la ville, on a beaucoup insisté depuis quelques années sur la diffusion de ce qu'on appelle le New Public Management, la nouvelle gestion publique. Alors c'est tout un ensemble de recettes, de normes, de façons de penser l'action publique, empruntées au secteur privé, et qui confine les associations dans un rôle de prestataire de services, d'opérateurs de politique publique, décidées non pas par elles, mais par les décideurs publics, et puis elles ensuite mettent en œuvre. Bon, alors c'est sans doute vrai en partie dans la politique de la ville, je crois que ça n'est vrai qu'en partie. Par contre, il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus ancien, avant même qu'on se mette à parler de New Public Management, hein, c'est quasiment consubstantiel à la politique de la ville française, c'est que d'emblée, les procédures contractuelles, donc, qui sont le cadre de conception et de mise en œuvre de la politique de la ville en France, d'emblée, les associations n'ont pas été considérées comme assez légitimes pour être signataires en particulier de ces conventions. Elles n'ont pas été considérées comme étant assez légitimes pour entrer dans les comités de pilotage. C'est-à-dire dans les lieux où, normalement, on fait les vrais choix de politique locale. Toujours sur la question des instruments, j'ajouterais qu'il y a une autre difficulté qu'on voit dans les quartiers de la politique de la ville, c'est que
dans les critères de sélection des projets portés par les associations, on voit très rarement que les financeurs prennent en compte la diversité de ce tissu et prennent en compte le caractère démocratique de leur fonctionnement interne. Bon, et là-dessus, il y a quand même un point aveugle qui fait qu'on n'avance pas tellement sur ce sujet. Et d'ailleurs, les techniciens de la politique de la ville, de plus en plus, à cause de ce New Public Management, sont accaparés par des tâches de gestion administrativo-financières, budgétaires, de reporting, etc. Et du coup, ont parfois tendance à s'éloigner du terrain et à pas être forcément en capacité de savoir vraiment d'identifier les dynamiques, ce qu'on appelle les émergences associatives dans les quartiers, etc. Et puis les techniciens, d'ailleurs, ils sont un peu ambivalents par rapport à ces questions. D'un côté, vous en avez qui font l'apologie du pouvoir d'agir, l'empowerment à chaque phrase, et de l'autre côté, ils bossent quand même dans des structures administratives locales, avec des élus, avec des supérieurs hiérarchiques, etc. Et donc, ils sont ambivalents parce que ils ne vont pas forcément, enfin, ils hésiteraient avant de financer une association, soit qu'ils viennent concurrencer les activités existantes qu'ils financent par ailleurs, ou plus grave encore, qu'ils viendraient critiquer l'action municipale. Bon, alors j'en arrive à la conclusion, que je peux faire en deux formats, hyper court, 5 minutes. 5 minutes pour qu'on ok, bon. Ouais, entendu. D'accord. Donc, si vous avez suivi le fil de mon raisonnement, j'identifie 3 grands registres dans lesquels il me semble possible. Je ne vous cache pas, je ne suis pas fondamentalement optimiste sur cette question. Mais au moins, soyons clairs, posons les enjeux, puis après, voyons, chacun prend ses responsabilités ensuite par rapport à ça. Donc, moi, mon objet, à la différence du rapport Baquet-Meshmach, c'était vraiment d'essayer de voir ce qu'on peut améliorer à l'intérieur même du système de la politique de la ville. Eux proposaient un changement de système, ils proposaient en fait de changer la politique française. Quoi. Moi, je souscris totalement à cet objectif, par ailleurs. Mais du point de vue de l'efficacité, je trouve ça assez moyen. Alors, donc, les propositions telles que je les ai formulées pour le réseau Amadeus et travaillé avec les membres du réseau Amadeus, elles ont cette particularité qu'elles concernent tout le niveau des collectivités locales. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de proposer des choses qui concernent tel ministère, etc. Là, c'est vraiment localement. Si vraiment on ne veut pas se payer de mots et arrêter de parler de l'empowerment à tort à travers, mais faire quelque chose de concret, en quoi on peut avancer? Alors, j'ai repris en fait les 3 grands registres idées, intérêts, institutions. Et pour chacun de ces 3 registres, ça fait une belle symétrie, je propose 3 propositions. Donc en tout, j'en ai 9. Et donc maintenant, il reste 2 minutes et demie, je pense. Je n'aurai le temps donc de vous dire l'intitulé de la proposition et d'ajouter une phrase de commentaire, voire une et demie. Alors, dans le registre des idées, première proposition, clarifier les attendus et principes de la participation. Donc là, ça renvoie à l'idée, au début de mon propos, c'est qu'en fait, il y a des malentendus sémantiques, et on est dans une logique de participation octroyée d'en haut, donc, où les pouvoirs publics fixent les règles du jeu, puis ensuite les autres acceptent ou pas de s'y inscrire. Bon, il me semble qu'on peut renverser cette perspective et commencer par définir de façon participative les règles de la participation. Voilà. Bon. Deuxième principe, déconstruire les stéréotypes sur les habitants et leur quartier. Bon, c'est pas nouveau comme proposition, mais il me semble que c'est absolument essentiel d'amener un certain nombre d'acteurs à se déprendre d'une vision souvent très normative, de grille de lecture qu'ils ont sur les habitants et leur quartier. Et là-dessus, je propose en particulier de s'inspirer de ce qu'on fait par ailleurs en matière de prévention des discriminations, puisque les principes sont les mêmes. Troisième proposition, procéder à l'inventaire des ressources mobilisables. Bon. Pour ceux qui ont élaboré ou lu un culte, un contrat de ville, etc., vous voyez comment se sont structurés ces documents. On commence par faire la liste, à n'en plus finir, de tous les handicaps statistiques des quartiers. Tout ce qui ne va pas. Bon.
Quand je me suis intéressé au développement communautaire aux États-Unis, j'ai été frappé par le fait que les documents équivalents commencent par la liste des atouts des quartiers. Bon. Donc il me semble que peut-être qu'il faudrait renverser la perspective et en particulier identifier de façon précise les dynamiques associatives existantes, formelles, informelles, etc., repérer les talents, voilà. Ça fait partie du travail, il y a un travail de valorisation à faire. Et ça, c'est un exercice, ça paraît rien comme ça, mais quand vous avez ceux parmi vous qui vont faire des contrats de ville, si vous commencez par faire votre premier chapitre, les atouts de mon quartier, vous allez voir comment ça change toute la logique. Alors maintenant, les recommandations dans le registre des intérêts. C'est les différentes phases finalement de production d'un projet. Hein. Première proposition, adopter une méthode inclusive et collaborative d'élaboration des projets. Là aussi, c'est très classique, mais ça suppose quand même des savoir-faire que je détaille dans cette proposition sur comment on est vraiment inclusif au stade de l'élaboration du projet. Donc là, je m'appuie sur des exemples à nouveau nord-américains, sur ce qu'ils appellent là-bas le Community Strategic Planning, dont l'un des points essentiels, c'est vraiment essayer de travailler à avoir une pluralité de perspectives et surtout à ne poser aucun acteur comme surplombant, supérieur aux autres. Et donc, la décision finale, c'est ce qui fait consensus. Et là, on rejoint la logique de community building dont je parlais tout à l'heure. Deuxième proposition dans ce registre, aller au-devant des non-participants. Et là, je détaille un certain nombre de techniques assez concrètes. Hein, ça peut être des choses toutes bêtes sur les horaires des réunions, ce type de choses, etc. Sur comment on va au-devant de ceux qui spontanément... Alors, ça ne veut pas dire qu'on réussit à les embrigader, etc. Il y a des gens qui, de façon tout à fait légitime, n'ont pas envie de participer à ce genre de truc et il faut vraiment les laisser tranquilles, mais au moins se donner la chance d'avoir des perspectives plurielles sur le projet qu'on est en train de fabriquer. Troisième et dernière proposition, ouvrir la gouvernance de la politique de la ville à la société civile. Une fois qu'on a fait le projet, c'est la question du pilotage. Là-dessus, je n'ai pas du tout été imaginatif. Il me semble que les propositions du rapport Baquet-Meshmach sont tout à fait d'actualité. C'est-à-dire associer des citoyens, pas seulement à ce qu'on appelle la coproduction, ou la co-construction, c'est le terme consacré, mais également à la codécision. Et de ce point de vue, leur proposition à la fois de solliciter des représentants associatifs et des citoyens tirés au sort m'apparaît tout à fait pertinente, j'y reviens dans le rapport. Et j'en arrive au troisième registre, celui des institutions, des instruments de la politique de la ville. Première proposition, réhabiliter la dimension citoyenne du soutien à la vie associative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que historiquement, une des fonctions de la politique de la ville, ça a été, et ça l'est toujours, de soutenir la vie associative. Mais à ses origines, la politique de la ville avait l'ambition d'être un laboratoire de la démocratie, un laboratoire démocratique. Et cette ambition a été quand même assez largement perdue de vue à mesure que la politique de la ville a fait appel à des organisations très qualifiées, de plus en plus professionnalisées, qui se comportent plus comme des prestataires de services que justement comme des structures qui ont vocation également à représenter les habitants en complément des élus locaux. Et donc, il y a dans le cadre de cette proposition toute une discussion sur comment est-ce qu'on peut essayer de faire un rééquilibrage entre, pour reprendre une distinction classique, entre financer des associations pour ce qu'elles font, mais aussi pour ce qu'elles sont. Et là-dessus, entrent en jeu les critères de sélection des projets. Et ça soulève quand même une question de fond, qui est jusqu'à quel point est-ce que dans le cadre de la politique de la ville, on peut aller financer une association qui demain va venir protester dans le hall de la mairie. Voilà, et là-dessus, c'était intéressant les débats qu'on a eus avec le réseau Amadeus, parce que les techniciens n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde, et certains considéraient que ce n'était pas le rôle de la politique de la ville que d'encourager ce type de mobilisation citoyenne. D'autres techniciens ont considéré au contraire que la politique de la ville devait renouer avec l'idée de fabriquer de l'interpellation des politiques publiques.
Deuxième proposition dans ce registre, c'est détecter et renforcer les capacités des leaders sans oublier les citoyens ordinaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, souvent les techniciens de la politique de la ville disent qu'ils connaissent mal les leaders potentiels, au-delà des figures habituelles dans les quartiers, etc. Ils ont du mal à identifier les nouveaux leaders, et puis une fois qu'ils les ont identifiés, en fait, ils se rendent compte que ces personnes, qui sont comme ça, des figures un peu charismatiques, mais pas forcément engagées dans l'action collective, n'ont pas forcément les capacités, les réseaux, les ressources, etc. Donc, ce que je propose ici, à nouveau en m'inspirant de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, c'est de développer ce qu'on appelle là-bas, il y a des milliers de programmes qui existent en la matière aux États-Unis, c'est du Leadership Development Training, c'est de la formation de leaders. En fait, c'est ici que le terme capacitation, que je n'ai pas utilisé jusqu'à présent, prend son sens. Simplement, si c'est pour fabriquer de nouveaux notables locaux un peu plus, un peu moins blancs et un peu plus jeunes que les autres, bon, c'est un peu le problème de la démocratie participative, c'est que c'est une élite locale qui s'implique dans l'action publique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier non plus les citoyens ordinaires, et c'est pour ça que la question du tirage au sort est quand même très intéressante par rapport à ça, et je vous renvoie au rapport au développement que je fais en appui sur des travaux existants, sur l'expérience berlinoise en particulier, de jurys citoyens, de gens qui sont tirés au sort, dont on voit qu'ils ont une réelle aptitude à s'élever au niveau de l'intérêt général quand ils doivent faire des choix sur des financements de projets, et qu'ils mobilisent pour cela des moyens financiers importants. Voilà, et la dernière proposition, je l'ai réservée à mes commanditaires, donc c'était clarifier le mandat et les moyens afférents des techniciens de la politique de la ville. Parce que, bon, il me semble que ces techniciens, ils sont souvent dans une posture assez inconfortable par rapport à cette histoire de pouvoir d'agir. Et ce qu'ils réclament, c'est que les élus clarifient leur mandat. Ils leur disent, entre les discours, etc., concrètement, qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse, nous, par rapport à cette question? Alors concrètement, moi j'ai proposé, distinguer 3 scénarios possibles. Le premier, qui à mon sens est le plus vraisemblable, c'est qu'en fait rien ne bouge. C'est le statu quo, pour toute une série de raisons, que je pourrais développer, mais là je n'ai pas le temps. C'est-à-dire en gros, le fonctionnement de la politique de la ville très municipalisée resterait le même, et puis à la marge, faire des petits aménagements, peut-être via les conseils citoyens, pour démocratiser un tout petit peu les choses. A l'inverse, le second scénario m'apparaît le plus improbable. Le plus improbable, c'est celui qui verrait justement des techniciens de la politique de la ville changer de métier, en quelque sorte. C'est-à-dire passer du côté d'organisation où les habitants seraient majoritaires, statutairement, dans les conseils d'administration, pour servir de staff technique à ces organisations chargées d'élaborer des projets, de répondre à des appels d'offres, etc. Quitte d'ailleurs à rester statutairement fonctionnaires municipaux, contractuels, mais en tout cas changer de patron concrètement dans leur métier. Et là, ça voudrait dire que on serait en rupture avec ce qui est la caractéristique centrale, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, de la politique de la ville en France, c'est que c'est une politique municipale, c'est une politique municipalisée. Et quand on parle dans d'autres pays de la politique de la ville, souvent c'est pas uniquement la politique des villes. Voilà. Et le troisième et dernier scénario, c'est un peu à mi-chemin entre les précédents, c'est-à-dire ce sont des techniciens qui resteraient en poste là où ils sont, mais qui seraient amenés à faire d'autres choses, des choses qu'elles ne font pas. Et donc ils deviendraient un peu ce qu'on pourrait appeler des community builders, la façon dont je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire des gens dont le boulot consisterait à aller au-devant, à essayer de structurer des associations, à les mettre en relation, à les aider à prospérer, à partir du point de vue des associations, aller interpeller les politiques publiques, etc. Mais pas en tant que fonctionnaire municipal, en tant que... Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'il y a un problème de légitimité fondamentalement pour les agents municipaux d'aller au-devant des associations et de se positionner comme ça. Je vais vous aider à construire quelque chose alors que je suis payé par la ville et que mon patron, c'est l'adjoint à la politique de la ville. Donc il y a à la fois un problème de légitimité qui rend, à mon avis, finalement assez peu plausible cette évolution, même si pas mal d'agents souhaiteraient faire ce type de métier.
Et d'autre part, il y a quand même un problème de formation par rapport à ça. Et donc, ce que je suggère, pour le plus grand plaisir de mes commanditaires, c'est que dans le cadre soit de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, de permettre à des volontaires d'aller faire des stages, en particulier, ou d'aller se former à l'étranger, dans des organisations, pour voir comment les choses se passent et d'essayer de se saisir, de mobiliser cette expérience dans le contexte français. Voilà, bon, j'ai largement dépassé ma conclusion de 5 minutes. Je vous remercie pour votre attention.